Demon Slayer nous a choqués dès son introduction. Après avoir teasé du sale, on nous montre une famille aimante pour laquelle l'aîné, Tanjiro, travaille dur. Ce dernier descend en ville et à force d'aider tout le monde, il se fait surprendre par la nuit. Un villageois lui propose de rester chez lui car les démons sont de sortie. Il n'y croit pas vraiment, mais obéit par gentillesse. Et c'est ce qui va le sauver. Même si on nous l'a teasé, ça prend à la gorge. Heureusement, tout n'est pas perdu. Sa sœur Nezuko respire encore. Il se précipite en ville, sauf que c'est devenu un démon qui l'attaque. Il la supplie alors de se souvenir. Il semble rester un espoir. Du coup, lorsqu'un mystérieux épéiste apparaît, Tanjiro joue sa vie pour la protéger, mais étant trop faible, il ne peut qu'implorer. Le garçon répond au défi et par la ruse passe à 2 doigts de le tuer avant de s'effondrer. Nezuko se jette sur son frère mais pas pour le dévorer comme tout démon l'aurait fait, elle cherche à le protéger. Le nombre d'émotions différentes, le nombre de moments forts, et tout ça, ce n'est qu'à l'épisode 1. On comprend pourquoi Demon Slayer est une des sagas les plus populaires de sa décennie. Et vu que la trilogie finale va débarquer dans nos cinémas, est-ce que ça vous dirait de revivre avec nous sa hype à travers ses scènes les plus légendaires? Ouais, let's go. Et pour ça... Ça va, je te dérange pas? Bah, tu parlais bien de revivre les scènes légendaires de l'animé, non? Alors oui, mais en fait... Du coup, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Inokami Chronicles 2, la suite du premier qui reprend l'histoire au quartier des plaisirs, poursuivant au village des forgerons et l'entraînement des piliers. De quoi bien se remettre en jambes avant le film qui arrive. On va revoir les combats des lunes supérieures? Tu vas même y prendre part. Et avec les 40 personnages jouables, tu as moyen de t'amuser un peu avec l'histoire de l'animé. Attends, je regarde, j'ai des objets pour changer mes attaques spéciales. Et des petits cosmétiques, parce que ça fait toujours plaisir. Je t'avoue que moi là, ce qui me fait plaisir, ce sont les attaques Dual Ultimate, des attaques combo dans les combats. Et là, je suis servi. Avec ces attaques conjointes, les personnages attaquent en pleine coordination, et c'est trop beau à l'écran. Oui, et ça respecte les affinités des personnages dans l'animé. Tu peux la faire avec le frère et la sœur, mais pas avec 2 qui n'auraient aucun lien en particulier. C'est la principale nouveauté dans ce deuxième opus. Et en plus, certains personnages ont des versions alternatives qui permettent de changer leur style de jeu et de s'en prendre plein la vue. Mec, je regardais la boîte du jeu, c'est CyberConnect 2 qui l'a fait. C'est eux qui ont produit JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle et surtout les jeux Naruto Ultimate Ninja Storm. C'est aussi eux qui ont fait Azora's Wrath. Quel bonheur! Le jeu profite de toutes leurs expériences avec des animations franchement soignées et des combats très dynamiques. Pour les intéressés, le jeu est jouable sur PS5, Xbox Series X, Xbox One et Nintendo Switch. A noter qu'il est sorti le 5 août, il y a quelques jours quoi, donc vous pouvez d'ores et déjà y jouer. Vous pouvez vous procurer Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Inokami Chronicles 2 dès maintenant, directement grâce au lien dans la description ou dans tous vos magasins Micromania, et ça tombe bien, il y en a partout. Ne partez pas tout de suite, on n'a même pas fini l'intro, qui a encore quelques scènes cultes. Surpris par les 2 gamins, l'épéiste les envoie chez son maître. Les 2 enterrent leur famille et problème, les démons sont roux. Ah, il crame quoi. Nezuko voyage donc dans un panier jusqu'à ce que la nuit tombe, puis mauvaise rencontre. La tentation de la chair humaine la stun, mais elle se contrôle pour sauver son frère. Second poteau bavard. Nouvelle règle, en dehors du soleil, seule la décapitation avec les armes du pourfendeur peuvent tuer un démon. Ça, c'est le fameux maître qui leur apprend, avant d'entraîner Tanjiro avec ses méthodes douteuses. Mais il a de la ressource, et en 1 an, tout est maîtrisé. Reste plus qu'à passer le diplôme, trancher un rocher. 6 mois à s'exploser les mains plus tard, 2 autres disciples lui donnent la clé, le souffle. Et pour lui enseigner, il le tabasse. C'est parti pour 6 mois jusqu'à ce que finalement... Tanjiro comprend que ces 2-là ne sont que des fantômes. Sa lame n'a pas tranché son adversaire, mais bien le rocher. S'ils l'ont aidé, c'est dans l'espoir que lui surmonte la sélection finale. La règle est simple, survivre 7 jours au milieu de démons enfermés dans une cage de glycine. Des plantes qui sont un poison mortel pour eux. Tanjiro parviendra à en tuer 2, puis tombera sur le boss de zone, capturé par son maître il y a 47 ans. Depuis, il a bien grossi, a bouffé pas moins de 50 gamins, dont 13 de ses disciples reconnaissables à leur masque porte-bonheur. L'ironie énerve Tanjiro, perturbant son souffle. Une énorme patate l'envoie au sol et il sombre inconscient. Son frère lui apparaît, l'encourage à se relever, et là, banger, animation géniale et finale inoubliable.
Au 7e jour, seuls 5 apprentis auront survécu sur la vingtaine qui sont entrés. Ils reçoivent leur corbeau de liaison, puis quelques semaines plus tard, leur sabre du soleil, ainsi que leur première mission. C'est là que s'achève l'introduction. C'était déjà très cool, et dites-vous que l'épisode le mieux noté de cet arc est à 8,8 sur IMDb, très loin de ceux qui composent les scènes légendaires de la saison 1. Tanjiro est choqué, il ne s'attendait pas à ce que son ultime adversaire soit le roi de la pop. Ou alors, c'est parce que l'assassin de sa famille, Muzan, mène une double vie. Cette rencontre intervient dès sa première mission, où il en apprend plus sur la nature des démons, la malédiction qui leur interdit de prononcer le prénom du méchant, et un espoir de guérison pour sa sœur, qui prépare sa reconversion dans Blue Lock. Étape suivante, rencontrer ses compagnons, ou plutôt ses comic relief, la brute Inosuke et le lâche Zenitsu, qui n'est fort que quand il dort. Après un combat contre un démon maître des dimensions, le blondinet risque sa vie pour protéger Nezuko d'Inosuke, en attendant que Tanjiro sorte de l'antre. Quand ce dernier revient, ça vire au concours de qui utilise le mieux sa tête, et pouf, ils sont tous devenus amis. On est maintenant à la moitié de la première saison. Toutes les bases sont posées, on va pouvoir passer à l'arc qui a rendu Demon Slayer légendaire. Leur nouvelle mission est de rejoindre un contingent de jeunes pourfendeurs, et à leur arrivée, c'est le chaos. Les 10 se sont entretués, la faute à un démon qui les manipule à l'aide de fils. Le groupe sent le danger, mais hors de question d'abandonner les malheureux. Grâce au souffle de la bête, Inosuke localise le démon. Tanjiro fonce sur elle, s'attendant à un combat difficile, mais c'est en fait le contraire. Subissant la violence du monstre qui dirige cet endroit, elle était désespérée et accueille le garçon comme une libération. Resté à l'extérieur, Zenitsu se rappelle qu'il y a des filles à défendre. Il se précipite, se perd et tombe sur un démon. Avant même de combattre, il a perdu, car un poison court déjà dans ses veines. Alors qu'il est submergé, ses yeux s'illuminent, l'air se charge d'électricité, et sur une musique épique, il virevolte de fil en fil. C'est magnifique, c'est absolument épique, mais ça ne changera rien. Dans quelques heures, Zenitsu ne sera plus. Malheureusement, côté Inosuke, ça ne se passe pas bien mieux. Pour que Tanjiro puisse avancer, il doit affronter le gros bourrin local que ses épées sont incapables d'entailler et il n'arrive pas à échapper à sa poigne. L'épéiste ayant autrefois sauvé Tanjiro est de retour et il se révèle être Giyu, le pilier de l'eau, un titre réservé aux meilleurs pourfendeurs existants. Et il ne vient pas seul, accompagné de Shinobu, pilier de l'insecte, spécialiste des poisons, qui arrivera à sauver Zenitsu. S'ils ont été envoyés par le QG, c'est parce qu'il y a eu une erreur dans l'attribution de mission. Ce n'est pas un simple monstre qui dirige cet endroit, mais l'une des 12 lunes démoniaques. Et devinez qui est tombé dessus? Tanjiro, qui a pas été très malin. La 11e lune démoniaque, oui, a une obsession, fonder une famille aimante. Sauf que le héros voit direct que les liens sont complètement faux, le dit et attise sa colère. À la boulette. En un geste, son épée est brisée. Tanjiro n'a plus rien pour se défendre. Voyant en eux ce qu'il désire, Rui exige que le garçon lui donne sa sœur. Mais il refuse, alors il la torture pour briser sa volonté. Mais même désarmé, Tanjiro n'abandonne jamais. Il se surpasse, tranche les fils du démon, mais son ennemi n'était pas sérieux. Une vague rouge intankable déferle sur lui, sa vie défile devant ses yeux. Dans le tourbillon des souvenirs, l'étrange danse de son père lui revient. Une danse accompagnée d'un souffle. La tête du démon est à portée, mais il y a toujours trop de fils. Seul, il n'y arrive pas. Il a besoin d'aide et heureusement, sa famille est toujours là. La musique, rien que pour elle, l'épisode mérite sa 3e place sur IMDb. La force de leur lien les mène enfin à la victoire, mais non. Le démon l'avait anticipé et s'apprête à achever Tanjiro quand le pilier arrive enfin. Sans un geste, il tranche les fils, puis son cou. La lune démoniaque qui courait depuis sa plus tendre enfance derrière l'amour de ses parents, jusqu'à devenir le bourreau de centaines de malheureux, rend alors son dernier souffle avec pour seule compagnie l'empathie de Tanjiro. Mais ce n'est pas encore terminé. Si les démons ont été exterminés, il reste une menace, le pilier de l'insecte. Derrière son sourire angélique se cache une violence viscérale qui cible désormais Nezuko. Le pilier de l'eau les protège avant de les capturer, avant de les conduire au QG. Son objectif est de laisser à Tanjiro l'occasion de s'y défendre, ayant techniquement pactisé avec un démon, donc il se sert de sa tête. Il faut dire que la scène a une grosse tension. C'est l'arrivée du grand maître des pourfendeurs, poursuivi par le test de Nezuko, transpercé par une lame avant d'être tenté par la chair humaine. La tension monte et finalement...
Nezuko refuse le sang. Le maître de l'ordre accepte de leur laisser une chance, mettant fin à la saison 1. Enfin, presque, puisqu'il reste un arc mineur de repos et surtout un teasing, celui du château de l'infini dans une séquence qui donne le tournis. Muzan décide de tuer les lunes démoniaques inférieures, les 6 plus faibles. Il n'en garde qu'une auquel il donne un power-up et une mission, éliminer un jeune garçon et un pilier à bord du train de l'infini. Le film s'ouvre sur la rencontre de l'enthousiaste et balèze pilier de la flamme Rengoku. Très vite, une lune démoniaque plonge nos héros dans un rêve. Si le pilier se défend en dormant, les autres doivent se réveiller. Le plan du démon ayant échoué, il fusionne avec le train et prendra en otage tous les passagers. Nezuko et Rengoku les protègent tandis que les autres foncent décapiter leur objectif. C'est beau et ultra stressant, surtout quand Tanjiro se hesse en boucle. Leur victoire est de courte durée, puisque la 3e lune démoniaque débarque. Rengoku étant le seul en état et capable de l'affronter, il se doit de protéger tout le monde jusqu'au lever du jour. Il va tout donner dans un combat qui est absolument magnifique. Et au terme d'un combat dantesque, Rengoku accomplit sa mission, mais il le paiera de sa vie. Plus que son combat, ce sont ses derniers instants qui sont entrés dans la légende. Sa mère, fière de lui, mort avec le sourire, et surtout, son ultime discours. Voilà comment Le Train de l'Infini est devenu le film japonais le plus rentable de l'histoire et que son adaptation en épisode décroche un solide 9,7 sur IMDb. Et le meilleur reste à venir, avec les meilleures scènes de la saison 2. Comment se sont-ils retrouvés maquillés comme des scooters volés, faisant d'ailleurs bien marrer les fans au passage? C'est compliqué. Après avoir porté les dernières paroles de Rengoku à son père, en utilisant comme toujours sa tête, Tanjiro rentre se reposer, survit à un forgeron flippant, puis tombe sur un kidnappeur. C'est Tengen, le pilier du son, qui a besoin de gamines pour sa mission. Nos héros se portent alors volontaires et se retrouvent ainsi infiltrés dans le quartier des plaisirs. Zenitsu est le premier à tomber sur le démon, une des courtisanes stars, Daki. Celles-ci ayant été prévenues par Muzan de leur venue, et lui prenant trop la confiance, il se fait démasquer. Les autres s'en aperçoivent le lendemain. Inosuke a une piste, donc Tanjiro veut le rejoindre, mais Daki est déjà chez lui, et il est vraiment dans une merde noire. Inutile de compter sur Tengen, beaucoup trop occupé à sauver ses 3 femmes, ou sur Inosuke qui est... Inosuke. Ces deux-là ont un intérêt commun, le garde-manger du démon pour libérer tout le monde, dont Zenitsu. Et vu qu'il dort, il est complètement inutile. Tanjiro ne peut compter que sur sa propre force, et donc sur le souffle du soleil. Sauf que malheureusement, il ne le maîtrise toujours pas, et se fait éclater. C'est encore pire quand elle se révèle être la 6e lune démoniaque, et massacre des innocents. C'est là qu'on rentre dans une suite de 5 épisodes, tous notés à plus de 9, qui sont parmi les préférés des fans. Tanjiro qui passe en mode berserk, le monde autour de lui qui ralentit, les blessures qu'il inflige ne se régénèrent plus, il rassemble les obis de Daki, les tranche sans lui laisser le temps de réagir, et s'effondre à bout de souffle. Mais Nezuko lui sauve encore l'affaire. Son corps se couvre de symboles de pourfendeur et elle gagne en puissance. Elle est invisible, brûle son adversaire et la piétine sans merci. Sauf que ça éveille sa soif de sang et Tanjiro évite le pire de peu. Piégé entre sa sœur et Daki venus se venger, il semble fini. Tengen débarque alors et révèle qu'en fait ce n'est pas une lune démoniaque et que, même si elle ne le sait pas encore, elle est déjà morte. Tanjiro n'a plus qu'à calmer Nezuko à l'aide d'une berceuse. Par contre, il y a un problème. Daki ne se désagrège pas. Au lieu de ça, elle appelle son frère. Avant que Tengen ne réagisse, une ombre sort de son cou. La véritable lune démoniaque. Cette révélation, il fallait vraiment la vivre à l'époque. La tension monte d'un cran, le pilier étant aussitôt blessé, et en plus, les deux sont liés. Il faut réussir à décapiter les deux en même temps pour les vaincre. Et maintenant qu'il y a eu un précédent avec Rengoku, on sait qu'à tout moment, quelqu'un peut mourir et la mission peut échouer. Les héros se séparent en 2 groupes. D'un côté, Zenitsu et Inosuke affrontent Daki et de l'autre, Tengen et Tanjiro affronteront Gyotaro. Les 2 combats sont entremêlés, Obi et l'âme de sang virevoltent, les techniques s'entrechoquent, c'est sublime à suivre.
Il y a énormément de rebondissements, dont le plus important, l'arrivée des femmes du pilier qui empoisonnent Gyotaro avec un kunai plongé dans de la glycine. Le démon répond vite et capture son assaillante. Elle ne doit alors sa vie qu'à Tanjiro qui a fusionné le soleil et l'eau pour se transcender une fois encore. Tengen en profite alors pour isoler la principale menace et laisse aux trois autres le soin de décapiter Daki. Et ils y arrivent. Inosuke se barre alors aussitôt avec la tête pour l'empêcher de se recoller. Le pilier a été vaincu. Zenitsu se sacrifie pour sauver Tanjiro. Cela semble bel et bien fini. Et c'est là qu'arrive le meilleur épisode de Demon Slayer. Tanjiro est à bout de force. Seul, il lutte pour rester éveillé tandis que la lune démoniaque le victimise. Alors, il court et se sert de sa tête. Clairement, c'est son move signature, et il y avait un vrai but, ce kunai empoisonné. Ça lui donne une ouverture pour abattre sa lame, quant à Daki, la foudre la poursuit. Mais ça ne suffit clairement pas, le poison se dissipe, et pour vaincre, faut savoir passer le relais. Tengen a survécu, et il a craqué le code. Le style de son ennemi n'est plus qu'une partition sur laquelle il danse. Ça devient giga intense, et les explosions de couleurs, les effets à l'écran, le pestacle. Au même moment, Inosuke se relève pour aider Zenitsu. Ne reste plus qu'à porter le coup fatal en y mettant tout ce qu'ils ont. Ça y est. Bon, ils ont pas tout à fait gagné, Tanjiro est gravement empoisonné et le corps de Gyotaro explose, rasant le quartier des plaisirs au passage. Un ultime rebondissement pour un épisode qui frôle la perfection, même si d'autres animés ont fait bien mieux. Nos héros survivent grâce à Nezuko, s'étant découvert un pouvoir qui annule les autres pouvoirs démoniaques, ce qui est pratique. Il ne reste plus à Tanjiro qu'à assister aux derniers instants d'une fratrie maudite, et la mise en scène, mamma mia, qu'est-ce qu'on mange bien. La sœur dans la lumière, prête à partir au paradis grâce à son frère dans l'ombre qui se sacrifie en portant le poids de leurs péchés. Finalement, les deux restent ensemble comme ils l'ont toujours été et marchent droit vers l'enfer. Le quartier des plaisirs est le prime de Demon Slayer. C'est là qu'il a été le plus populaire, qu'il a su le plus séduire le public, avant un arc plus clivant dont on oublie souvent les meilleures scènes. Y a vraiment des gens qui n'aiment pas le village des forgerons ? Comment ça, pas mal les bzaises? Ça commence très fort avec la réunion des lunes démoniaques au château de l'infini. Muzan est hors de lui, 113 ans que l'un d'entre eux n'avait pas été tué. Pire que ça, ils n'ont toujours pas réussi à atteindre la perfection en conquérant le soleil. On enchaîne alors sur Tanjiro qui sort de 2 mois de coma, où il a rêvé d'un de ses ancêtres. Et à son réveil, il a de gros problèmes. Son katana est encore détruit. Ça veut dire forgeron, qui lui envoie des lettres de menaces et de mort. Quand faut y aller... Bon, direction le village caché des forgerons, à dos d'une servante qui le prive de ses 5 sens. Sur place, il retrouve le pilier de l'amour, Mitsuri, puis le mec pas très sympa qui a passé la sélection avec lui, Ganya, et enfin le pilier de la brume, Muichiro. Ce dernier s'entraîne sur un vieil automate modelé sur un épéiste légendaire, qui ressemble à un mec du rêve de Tanjiro. Notre héros décide donc de faire pareil, il se fait bolos et meurt. En traversant le fleuve des âmes, il éveille son 6e sens, me demandez pas pourquoi, et surpasse ainsi l'automate. Ça révèle alors un katana rouillé vieux de 300 ans, que son forgeron attitré vient immédiatement récupérer. Enfin, voler quoi. Et là, comme on est dans Demon Slayer et qu'il y a vraiment pas le temps, la 4ème lune les attaque. C'était rapide, pour cause, c'est pas son vrai corps. Le tuer ne fait que le diviser en 2, puis en 4 quand Genya débarque en croyant bien faire. Bro, c'est cru dans Doom, mais il a clairement pas le level du Slayer, et il se fait juste embrocher. Quant aux autres, le pilier de la brume est projeté au loin, Nezuko se fait laver, Genya empalé, et Tanjiro se mange une grosse chute. Les 4 démons ayant chacun leur spécificité, ça oblige l'équipe de se creuser les méninges pour trouver leurs points faibles, contrer leurs techniques, et espérer s'en sortir sans trop de casse. Finalement, Nezuko embrase la lame de Tanjiro, qui devient rouge, et c'est le power-up de Zinzin.
Faut être aigri pour pas aimer ce passage, c'est seulement le 2e épisode de la saison. Et pas que pour ce combat, déjà il y a le plot twist. Genya est un démon, enfin non, il se transforme en être pseudo-démoniaque en dévorant leur chair, c'est ce qui le rend plus fort. C'est temporaire et surtout, il y a 2 autres intrigues. Le pilier de l'amour qui sauve les forgerons avec une classe impériale et celui de la brume qui tombe sur la 5e lune démoniaque, un psychopathe qui transforme les humains en œuvres d'art, invoque des saloperies et manipule l'eau, enfermant Muichiro dans une bulle. Un enfant sacrifie alors sa vie pour le libérer, ravivant ainsi ses derniers souvenirs. On parle rarement des backstories de Demon Slayer, mais il faut reconnaître qu'ils savent quoi faire. Les mains unies lors de la mort de son frère jumeau, avec ces derniers mots. Il part ensuite sauver le forgeron de Tanjiro, tellement concentré sur son boulot qu'il n'a même pas remarqué la 5e lune supérieure. Il saigne, en perd même son masque, mais il continue. Le pilier semble alors jouer avec le démon, se permettant même de se moquer de lui, et l'accule sans difficulté dans une scène qui est juste splendide. Et petit bonus, l'enfant a survécu car il portait la garde de Rengoku. Même mort, ce mec est le GOAT. Bon, par contre, Muichiro est au sol, et c'est un peu gênant, parce que rappelez-vous, il y a toujours la 4e lune. Le sabre enflammé de Tanjiro a fait masse de dégâts, mais tant que leur corps principal est en vie, ça ne sert complètement à rien. Et ça part sérieusement en couille quand les 4 fusionnent, sa simple présence suffit à les paralyser. Impossible d'abandonner, mais comment gérer ce monstre ? L'entrée en scène est parfaite, mais comme elle a pas eu le mémo, elle attaque le mauvais corps et enchaîne une attaque mortelle qui la décoiffe seulement. Ça la met KO quand même pour quelques secondes, les autres la protègent puis la laissent gérer la fusion. Tanjiro reprend alors la poursuite du corps originel qui est bien trop rapide. Il décide donc d'imiter Zenitsu, et ça marche. Il atteint enfin sa cible, qui grossit puis l'étrangle. Sans Nezuko et Genya, Tenjiro serait mort ici. Le démon prend à nouveau la fuite, un katana planté dans le cou. Ça pue la classe, Tenjiro. Par contre, tu vas faire quoi à moitié mort et sans armes? Et bah heureusement que Uber Katana était disponible dans sa région. Dépositaire de la volonté de tous les pourfendeurs, il fonce sur le démon et le décapite enfin. Et putain, qu'est-ce que c'est beau! Et inutile. C'est toujours pas le bon démon. Pire que ça, Tenjiro va devoir faire un choix. Il va falloir qu'il tranche, sauver sa sœur du soleil qui se lève ou achever la lune supérieure avant qu'elle ne dévore les forgerons. Mais il en est incapable. Nezuko a choisi, il faut protéger les faibles avant tout. Tanjiro l'accepte, accomplit sa mission, mais il a perdu alors ce qu'il avait de plus cher, celle pour qui il avait fait tant d'efforts, traversé tant d'épreuves. Elle a survécu et conquérit le soleil avant Muzan, ça le rend fou de rage. Et backstory en noir et blanc, avec le rouge qui ressort, magnifique. C'est ainsi que s'achève cet arc et où, pour la première fois, Tanjiro est célébré en héros, et bah c'était bien. Son plus grand défaut, c'est sans doute d'être passé après 2 excellentes saisons. Même s'il n'en a pas souffert autant que la suivante, on a fait les calculs. L'entraînement des piliers passe pas loin d'être l'arc le plus mal noté d'IMDb, sauvé de justesse par 2 épisodes finaux dont tout le monde se souvient. Les meilleures scènes de la saison 4 ? Comme toujours, on part sur une intro efficace, les piliers du serpent et du vent qui massacrent un repère de démons et tombent dans le château de l'infini rempli de saloperies avant d'en être expulsés. Sauf qu'après, c'est du repos, des blagues et de l'exposition. C'est important pour la suite, c'est un temps mort pour rendre le final encore plus mémorable. Mais il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. C'est surtout l'occasion de développer les piliers pour s'y attacher davantage. Tiens, prends la backstory de celui de l'eau. Elle est essentielle pour Tanjiro, faisant écho aux meilleures scènes de la saison 1. Après, c'est vrai, difficile de retenir une scène en particulier. Enfin, je veux dire, les concours de bouffe et les entraînements over the top à la fin, c'est davantage l'ambiance de ces histoires dont on se souvient, même si c'est beau, hein. Et là où c'est vraiment devenu légendaire, c'est à partir de l'épisode 7. Ça commence comme le reste de la saison. Un entraînement de Tanjiro, des combats classe, une backstory tragique. Ce qui le différencie, c'est son final.
Les lunes démoniaques se sont infiltrées et avant qu'ils ne le découvrent, Muzan est dans le pavillon qui abrite le grand maître des pourfendeurs. Et leur rencontre a enfin lieu, la rencontre entre l'incarnation du bien défigurée par sa maladie et celle du mal ayant conservé sa beauté. S'ensuit une longue discussion, chacun confrontant son idéal et leur vision de l'éternité, entre l'immortel rongé par la solitude et l'armée qui se passe le flambeau depuis plus de 1000 ans. Et si Muzan était venu y mettre un terme, il n'avait pas prévu que son adversaire l'attendrait. Toute la séquence qui suit est juste sublime, sans même avoir vu cette saison, vous l'aurez au moins aperçu sur les réseaux sociaux. Quasiment à elle seule, elle aurait pu propulser cet épisode au sommet, mais ça continue. Muzan qui a survécu, qui est retenu par un démon allié, le temps qu'un premier pilier arrive. Mais ces attaques sont inutiles, Muzan se moque d'être décapité, mais ça suffit à le retenir, le temps que d'autres piliers arrivent. Tous se jettent sur lui, mais... Le château de l'infini attire à lui tous les pourfendeurs. C'est l'heure de la confrontation finale, la conclusion d'une traque vieille de 1000 ans qui va prendre fin dans une trilogie au cinéma. Le premier volet arrive en France en septembre. Préparez-vous à du très grand spectacle. Les 80 chapitres restants étant parmi les meilleurs que compte le manga, avec tout autant de scènes légendaires à découvrir sur grand écran.